Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne dédié aujourd'hui aux chouettes et aux hiboux du côté de Sophie, tiens, comme la semaine dernière. Et moi je vais également vous parler d'un oiseau que vous côtoyez très souvent, c'est la mésange charbonnière. Et tout ça, c'est bien évidemment après le générique. Comment ça va Sophie ? Pas mal, humide, quelques tempêtes dans la région, mais on s'en sort. Nous, on va être frappé par une tempête Bon normalement, courage. donc pour les gens qui écouteront ce podcast, elle sera déjà passée. Quoi qu'il y en aura peut-être une le jour où ils écouteront ce podcast, on ne J'espère sait que pas. non. La météo est ainsi imprévisible. J'espère néanmoins que tu vas bien. Fais bien attention à toi. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de chouette et hibou. On reste dans le thème de la semaine Exactement. dernière, sauf qu'on part au Oui, Japon aujourd'hui. oui, alors on va faire un petit Incroyable, hein. teasing parce que je devrais partir au Japon dans quelques temps et du coup j'avais envie de voir quels oiseaux je pouvais peut-être avoir l'occasion d'apercevoir là-bas et au cours de mes recherches, je suis tombée sur un hibou qui a quand même une super bonne tête et que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle le Fantastique. Ketupa. Et moi, Voilà. je vais parler de... Ah, le Mais Ketupa, mais oui. Incroyable. Bah tiens, moi, je vais commencer, du coup, par parler de la maison charbonnière. Maison charbonnière que tout le monde connaît, il n'y a pas spécialement beaucoup de choses à dire dessus. On part pour une étude qui a été réalisée en Hongrie par Miklos Laxi et ses équipes pour une étude qui est sortie en octobre dernier, le 6 octobre 2023 pour être précis. Et cette étude, elle va nous apprendre des choses assez intéressantes, puisque ces chercheurs sont allés dans les montagnes de Pilis Visagradi, on est en Hongrie bien sûr, et ils ont essayé de capturer entre une quarantaine et une cinquantaine d'individus pendant l'établissement des territoires, la formation des couples et la couvaison menée par les mésanges charbonnières. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont en fait record des courbes de réflectance de la gorge, du plastron et du ventre de la bande abdominale. Vous savez que la mésange charbonnière, principale différence entre le mâle et la femelle, c'est cette bande ventrale qui est très présente chez le mâle et assez atténuée chez la femelle, voire quasiment absente chez certains individus. Et ce qu'ils ont fait comme découverte est assez intéressante, c'est qu'ils pensaient que on suggère que la cravate elle est faite d'un seul tenant chez les deux individus, donc d'une seule couleur, même si pour le mâle on voit que c'est un tout petit peu plus brillant sur le sommet, de la gorge, mais faut être bon observateur et faut avoir une bonne photographie pour le voir. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. Ils se sont rendus compte que les mâles avaient effectivement une gorge qui était beaucoup plus intense, lorsqu'ils ont fait justement ces analyses de courbes de réflectance à la lumière ultraviolette. On en avait parlé ensemble dans des précédents courriers de la Sterne, de dire que les oiseaux ne voyaient pas forcément la même chose que nous. Et donc là, ils ont mesuré l'intensité de ces courbes entre 320 et 700 nanomètres, donc le spectre du visible et l'ultraviolet. Et ils ont remarqué que le mâle donc avait une gorge qui était très intense et que la femelle, elle, avait la couleur de cette gorge qui était à peu près identique à celle de la longueur de la cravate du mâle, et elle avait une couleur beaucoup plus atténuée chez la femelle, cette cravate, avec une couleur beaucoup moins marquée. Et donc c'est la différence qu'ils ont remarqué entre les deux individus, ce qui s'appelle le dichromatisme sexuel. Personnellement, je ne connaissais pas ce terme. Oui, c'est un terme qui est tout à fait applicable ici pour les différences de couleurs. Dichromatisme, voilà, différence de couleurs. Puisqu'on a souvent tendance à utiliser le terme dimorphisme sexuel. D'ailleurs, ça veut dire que le terme, on le galvaude un peu, dimorphisme Oui, sexuel, du coup. complètement. C'est juste un terme un peu fourre-tout, mais c'est facile pour expliquer au grand public que plutôt que d'utiliser 15 termes différents, au moins on dit dimorphisme, comme ça ça passe à la fois sur la forme de l'animal, ce qui d'ailleurs chez les oiseaux est plus ou moins le cas chez certains, vu qu'il y en a qui sont un peu plus gros pour les femelles que pour les mâles, par exemple, les rapaces typiquement.
Et puis on rajoute la couleur à l'intérieur et comme ça, dimorphisme, voilà, ça englobe tout. Mais c'est vrai que dans un monde idéal, on dirait dichromatisme pour les différences de coloration parce que c'est effectivement le terme consacré. Et un autre truc que j'ai appris, c'est que la mésange charbonnière est un super modèle en biologie. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un super modèle, tu vas sans doute nous en dire quelques mots. Je pense que c'est un oiseau qui est très souvent utilisé dans des études scientifiques. Dans ce cas, pourquoi la mésange charbonnière plutôt qu'un autre oiseau? Est-ce que c'est parce que c'est un oiseau qui est très présent et donc très facile justement, sur lequel il est très facile de faire des expériences par exemple? La mésange charbonnière elle-même, bah, Sur la mésange charbonnière elle-même ou sur les super modèles en la question? mésange charbonnière, c'est un oiseau qu'on a quand même assez facilement. Donc c'est vrai que c'est un oiseau qu'on peut récupérer, qu'on peut voir, qui permet d'être... Déjà, il est accessible facilement dans la nature, donc tu peux vraiment aller faire des expériences, des observations de terrain, c'est quand même assez simple. Et puis on le connaît quand même assez bien, on connaît sa biologie, donc c'est un oiseau modèle en quelque sorte à ce niveau-là. Je dirais pas que c'est l'un des modèles les plus courants qu'on a pour les oiseaux, par contre, parce qu'on a d'autres modèles qui sont plus habituels, qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit certains pinsons par exemple, qu'on a reproduit en captivité, qu'on connaît bien, et qui sont effectivement très étudiés, même au niveau de leur génome, on a séquencé tout ça, enfin bref, on connaît un peu comment ça fonctionne. C'est effectivement un des super modèles qui est évoqué dans l'étude. Voilà. Alors après, j'ai pas lu l'étude en question. La définition de supermodèle, déjà un modèle en biologie ou un animal modèle, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. C'est par exemple une plante l'Arabidopsis, si vous connaissez, dont on a séquencé par exemple tout le génome, dont on maîtrise la reproduction parfaitement, dont on maîtrise vraiment tout de l'animal. C'est ça, un animal ou une plante modèle, c'est quelque chose qu'on connaît sur le bout des doigts en quelque sorte. Donc je ne sais pas si la mésange charbonnière est vraiment un animal modèle à ce niveau-là. Peut-être que je me trompe, hein, je ne saurais pas dire. Et après, je ne sais pas si un super modèle, très honnêtement, pour moi, c'est pas... J'étais pas vraiment partie sur... J'avoue que la définition du super modèle, j'étais restée sur la définition du modèle tout simple, basique. Du modèle classique. Effectivement, tu parlais d'Arabidopsis. Il me semble que Arabidopsis, c'est une plante qu'on utilise souvent pour les contrôles en biologie végétale. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la représente dans ma tête avec tous les cours de biologie que j'ai eus. On a souvent eu l'occasion de côtoyer Arabidopsis en plan de contrôle par rapport à d'autres plantes dans diverses expériences. Peut-être qu'il y a cette notion aussi de contrôle chez ce super modèle, je ne sais pas. Je t'avoue que là, je ne sais pas trop. Tu me poses des questions des fois, mais je ne connais pas tout, hélas. Okay. Il faut bien l'admettre. Mais je pense que du coup, c'est plus une histoire d'animal qu'on connaît très très bien et sur lequel on peut baser des études un peu plus poussées qu'on ne pourrait pas baser sur des animaux qu'on ne connaît pas aussi bien au niveau de la biologie ou bien du développement ou de plein de choses en gros. On est vraiment sur... un animal modèle, c'est vraiment quelque chose qu'on maîtrise, qu'on connaît très très bien, de A à Z, et qui permet de faire des tas d'expériences, et effectivement, comme tu le dis, d'avoir une base de référence qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe chez d'autres espèces. Bon, après, je t'avoue que les super modèles eux-mêmes... Bon. C'est pas ce que je fais. Ok. Il cite dans l'étude, tu parlais de pinson, il cite le diamant mandarin, donc zebrafinch en anglais, comme l'ultime super modèle australien pour l'étude de l'écologie, des comportements chez les oiseaux. Et ils disent que pour le super modèle eurasiatique, la mésange charbonnière fait office apparemment de super modèle je savais pas qu'on connaissait aussi bien. Si j'avoue que là tu m'apprends un truc. Je pensais pas qu'on connaissait la mésange charbonnière aussi bien que le finch, enfin du coup le diamant mandarin effectivement en français autant pour moi. Mais non, mais tu m'apprends quelque chose. Je vais aller lire ta petite publi là parce que franchement ça m'intéresse. Publié dans Frontiers, vous trouverez bien évidemment d'autres informations. Alors, à quoi servent ces différences de couleurs? Parce que revenons à notre mésange charbonnière. Grosso modo, on est sur deux hypothèses, soit de l'ornement sexuel, soit une amplification de signal.
voilà, deux théories qui reviennent assez régulièrement. Et il y a aussi d'autres choses qui sont à voir par rapport à cette tâche, puisque dans l'étude, il précise aussi, notamment à la fin, que ce serait bien, qu'on puisse quantifier la taille des tâches pour voir si... Voilà, maintenant vous savez tout sur la différence entre mâle et femelle maison charbonnière, que vous pouvez toujours identifier par la longueur de cette cravate ventrale. Mais maintenant, vous savez aussi que elle n'est pas forcément de la même couleur chez le mâle et chez la femelle. Ça se voit un tout petit peu chez le mâle, mais là, on en a vraiment la C'est confirmation. super intéressant, vraiment, ces différences de couleurs. Quand on pense à la vision des oiseaux comparée à la vision humaine, on manque beaucoup de choses, en fait, quand on y pense. Ah oui, clairement, oui, c'est... Et vivement, mais il y a de plus en plus d'études qui sont réalisées sur le sujet, et vivement qu'on en apporte encore davantage, parce qu'il y a tout un spectre, sans jeu de mots bien sûr, à étudier chez les oiseaux et concernant leur vision. Assez parlé de mésanges, parlons de Ketupa. J'aime beaucoup son nom, le Ketupa. Le Ketupa. Ketupa. Alors, qu'as-tu découvert sur le Ketupa ? C'est un oiseau que je ne connaissais pas très bien, donc j'ai découvert 2-3 trucs intéressants. Le Ketupa de Blakiston, on appelle aussi le grand-duc de Blakiston, donc c'est un bubo, si vous voulez le savoir, ça appartient à le même genre que notre grand-duc d'Europe. Mais c'est un oiseau qui est quand même très différent, même si au niveau de la taille, on est quand même sur un animal qui est plus ou moins similaire. Pour l'instant, c'est le grand-duc d'Europe qui détient le record du poids, mais le grand-duc de Blakiston, il est pas très très loin derrière. Ils sont plus ou moins kiff-kiff au niveau du poids et de la taille générale. Après, c'est un oiseau qui est un peu plus, un peu plus large. On dirait qu'il est un petit peu plus rondouillard. C'est assez marrant dans sa forme. N'hésitez pas à aller Google, chercher des images sur Google si vous voulez voir la tête qu'il a. Moi, je trouve qu'il a une très bonne tête. Voilà. C'est un grand-duc qui, par contre, n'est pas présent en Europe. Il est présent principalement au nord-est de l'Asie, donc on va être au niveau de la Russie, et on va être sur une des îles du Japon aussi, notamment qui s'appelle Hokkaido, si vous connaissez. Et va y avoir donc 2 sous-espèces, une sous-espèce qui va être sur le continent asiatique, en Russie, etc., et une sous-espèce qui va être uniquement sur l'île d'Hokkaido. Et ce grand-duc, c'est pas un grand-duc normal, entre guillemets, c'est un grand-duc qui va pêcher. C'est en fait un oiseau qui pêche du poisson dans des rivières, et donc il a quelques adaptations spécifiques pour aller pêcher son poisson. Alors il a notamment des serres avec des écailles qui sont des serres qui n'ont pas trop de plumes sur les pattes d'ailleurs, qui lui permettent donc de plonger dans l'eau sans trop se mouiller les plumes et d'attraper du poisson facilement avec des écailles qui retiennent bien le poisson. Et puis surtout, il a une tête qui est finalement morphologiquement, si vous regardez le crâne lui-même, au niveau des os, c'est plus ou moins la même chose que le crâne d'un grand-duc d'Europe, mais la répartition des plumes sur la face est un petit peu différente. Et on pense qu'en fait, à cause de ça, son ouïe est un peu moins bonne, mais on pense qu'il y a possiblement une raison derrière au niveau de la pêche, du fait que la morphologie de sa tête est un peu différente. Ça pourrait, par exemple, l'aider à mieux pénétrer dans l'eau, vu qu'il a une face qui est finalement un peu plus pointue que celle d'un grand-duc, qui est finalement une face qui est généralement assez plate. On a l'habitude de voir ce disque
avec les 2 yeux au milieu, qui permet vraiment de récupérer les sons et d'arriver à bien différencier d'où ça vient. Lui, le son, c'est pas trop ce qui l'intéresse vraiment, vu qu'il pêche principalement. Donc en fait, il a vraiment cette adaptation, on pense en tout cas, pour la pêche, vu que il a cette face un peu plus pointue, certainement pour mieux rentrer dans l'eau, peut-être, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est intéressant. Donc il a comme ça 2-3 adaptations pour la pêche, et il a aussi du coup perdu 2-3 adaptations des autres grands-ducs, qui leur servent à la chasse d'habitude. Par exemple, le fait d'avoir des plumes qui sont avec des toutes petites barbules dessus, qui leur permettent notamment d'être extrêmement silencieux lors du vol, bah lui, il a un peu perdu ça. Il est quand même assez silencieux au niveau du vol, mais il n'est pas aussi silencieux qu'un hibou ou qu'une chouette normale, entre guillemets. Vu qu'évidemment, pour la pêche, bah, t'as pas vraiment besoin de pas trop faire de bruit. Pour aller pêcher ton poisson, c'est pas... Bon, j'ai pas trop un problème d'habitude. Voilà, donc on est sur un animal qui est un grand-duc, mais un peu différent. Et du coup, ça lui donne une apparence un petit peu particulière, un peu spéciale, qui est vraiment très intéressante à regarder. Et alors, ce grand-duc, malheureusement, c'est un animal qui est en voie de disparition, qui est voire même en danger, c'est la classification actuelle de l'IUCN, donc en danger d'extinction. Il y a un petit millier, peut-être un peu plus, d'oiseaux qui sont sur le continent, et par contre sur l'île d'Hokkaido, on est descendu en dessous de 200, malheureusement. Alors, il y a quelques programmes de conservation qui essaient de protéger ces oiseaux. Il y a quelques 2-3 choses qui fonctionnent, notamment au Japon, où ils ont essayé de faire revenir la population à des niveaux un peu plus stables, parce qu'il y a une 50aine d'années, on avait à peine une trentaine, voire une quarantaine d'oiseaux qui restaient encore vivants sur l'île d'Hokkaido, de la sous-espèce d'Hokkaido donc. Et grâce à quelques mesures de protection sur l'île en question, bah, ils ont pu ramener la population à peu près 150 individus, ce qui est mieux, mais ce qui est pas top, parce que je ne sais pas si vous connaissez les principes de goulot d'étranglement, de bottleneck en anglais. Quand vous avez une population qui se réduit comme ça jusqu'à très très peu d'individus, vous avez plus de chances du coup de développer de la consanguinité, ce qui ne va pas aider votre population et ce qui va certainement développer des maladies, des problèmes génétiques qui vont du coup se transmettre dans toute votre population et qui vont faire que votre population au bout d'un moment ne va plus être viable. Et donc c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec ces deux populations, celle sur le continent aussi d'ailleurs, vu qu'il n'y a plus beaucoup d'animaux non plus, hein, on est un petit millier d'animaux, c'est pas énorme, et celle sur Hokkaido particulièrement, vu qu'on est évidemment avec un taux de consanguinité qui est assez élevé, donc on s'inquiète vraiment de l'avenir de ces populations. Voilà, hélas. Hélas, effectivement. Hélas. Effectivement. J'ai pas grand chose à dire sur le Ketupa. Pas grand chose à dire sur le Ketupa. Oh mon dieu. Non, c'est un oiseau, j'aime beaucoup sa tête. Bah c'est ça, il a une tête particulière. Une tête originale, le Ketupa. C'est... Mais du coup, par rapport à ce programme, est-ce qu'il y a des programmes prévus peut-être pour réintroduire certains individus sur l'île d'Hokkaido, peut-être ? Alors, il y a quelques individus. Pour justement éviter cette malheureusement, toutes les populations qu'on a sont assez consanguines encore à l'heure actuelle, donc c'est un peu... C'est pas... Okay. La seule chose qu'on pourrait faire à la rigueur, c'est mixer les deux sous-populations ensemble, tu sais, parce que du coup, ça éviterait de la consanguinité, mais est-ce qu'on veut vraiment faire ça ? C'est un autre souci. Alors, il y a quelques individus qui sont évidemment en parc zoologique, en réserve, mais ces individus, pareil, ne sont pas non plus... ne sont pas exempts de problèmes de consanguinité, et bon, c'est pas génial tout ça. On n'est pas très bien. Oui, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas expliqué dans le courrier de la Sterne, et peut-être que tu peux l'expliquer, de savoir pourquoi la consanguinité, c'est un véritable problème justement pour la conservation des espèces à long terme. Tout simplement parce que la consanguinité, ça... Bon, mettons que vous avez un animal que vous reproduisez régulièrement avec son frère ou sa sœur, ou avec ses parents même, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que vous allez développer tous les possibles problèmes, mutations génétiques que vous avez dans la famille. Finalement, si ce sont des mutations génétiques qui
ne sont pas trop un problème si vous pouvez acquérir une autre paire de gènes pour essayer de pallier à cette mutation génétique et peut-être du coup avoir des gènes sains d'un côté et des gènes mutés de l'autre qui sont pas géniaux, mais vous avez quand même la partie saine de l'autre côté qui vient d'une autre famille, mettons. Vous pouvez quand même continuer à survivre et avoir une lignée qui survit et se développe correctement. Mais si vous continuez à vous reproduire seulement dans la même famille, eh ben, le problème c'est que toutes ces mutations qui sont dans votre famille, au bout d'un moment, comme vous avez plus de sang neuf qui vient de l'extérieur, bah, ces mutations-là sont concentrées et vous allez finir par ne plus avoir d'allèles qui soient sains pour contrebalancer les allèles qui sont mutés et qui sont pas forcément bons. Mettons que ce sont des mutations délétères évidemment, hein, on parle de mutations un peu dangereuses dans ces cas-là. Là, dans ces cas-là, la consanguinité, ça va faire pas mal de mal à votre descendance parce que du coup, eux, ils vont hériter des allèles qui sont mutés et donc ils vont avoir des gènes qui ne vont pas être fonctionner correctement et du coup vous pouvez développer des maladies génétiques, des soucis de malformation, etc. Et ce sont des soucis qui vont se développer beaucoup plus facilement dans une population qui est consanguine que dans une population qui est saine. Donc on évite ça généralement. Je sais pas si je m'exprime bien, je t'avoue que Si, non, je pense que ça devrait aller à ce niveau-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce genre de problème sur certaines populations ? Bon, l'avantage c'est d'avoir un nombre d'animaux. Non, pas l'avantage, mais le but c'est d'avoir un nombre d'animaux qui soit le plus élevé possible pour éviter d'avoir de la consanguinité. Et lorsque vous gérez une population, par exemple une population captive d'animaux, vous vous arrangez pour reproduire des individus qui n'ont quasiment aucun lien de parenté les uns avec les autres pour éviter cette consanguinité. Maintenant, le problème, c'est que quand vous avez une population qui est toute petite, comme celle de ces hiboux sur Hokkaido, et vous pouvez pas éviter de les reproduire, et eux-mêmes, vu que de toute façon ils sont dans la nature, alors leur population, leur reproduction n'est pas contrôlée par l'homme, ce sont des animaux qui sont libres, hein, qui sont tout seuls dans la nature, qui se débrouillent. Du coup, vu qu'il y a très peu d'individus, au bout d'un moment, des individus qui sont apparentés vont finir par se reproduire ensemble et toute la population, les 150 individus actuels, vont finir par tous avoir des liens de parenté finalement assez proches. Ils vont tous être cousins plus ou moins de degrés. Et c'est un réel problème du coup parce que vous allez entretenir ces liens de parenté dans cette population et au fur et à mesure des reproductions et des années, ils vont devenir de plus en plus proches et avoir de plus en plus de chances de développer des tares génétiques. Et bon, voilà. Ok. Mais pour se sortir de ça, le seul moyen, c'est vraiment d'avoir du sang neuf à apporter dans la population. Et là, en l'occurrence, c'est pas possible, vu qu'il n'y en a pas vraiment du sang neuf autre part que sur cette île. Hélas. Donc bon, ils sont un peu... Hélas, effectivement. Donc l'autre possibilité, là, c'était de ramener donc, un individu d'une autre sous-population, en l'occurrence la sous-population russe, qui permettrait de rapporter un peu de sang neuf, peut-être, et d'éviter des problèmes de consanguinité. Mais dans ces cas-là, ça veut dire mixer les deux sous-populations, et ça veut dire donc mixer les deux sous-espèces ensemble, en fait. Et bon... Il y a des conséquences derrière, on n'a peut-être pas envie d'avoir les deux sous-espèces qui soient mixées ensemble, il y a peut-être d'autres différences qui sont... On connaît pas très bien cet oiseau, il n'a pas été très bien étudié, comme il est assez rare quand même, il est pas très facile à voir et à connaître. Donc on sait pas exactement s'il y a beaucoup de différences entre les oiseaux d'Hokkaido et les oiseaux qui sont en Russie par exemple, mais on suppose qu'il y en a quand même, vu que c'est des populations qui sont éloignées depuis très longtemps, qui sont bien séparées, qui n'ont plus de contact, et du coup, on n'a pas trop envie de les mixer ensemble. Voilà. Ce sont des questions qui sont difficiles, vraiment. Ouais, c'est compliqué, effectivement. C'est toujours un peu compliqué, ce genre de questions. Et merci, du coup, de tes éclairages pour apporter un peu plus de compréhension dans certains de ces sujets. Nous, on va se quitter parce que c'est la fin du Courrier de la Sterne. On va peut-être se retrouver la semaine prochaine en direct du Japon, Sophie. Alors moi, je serai pas avec toi. C'est dommage. Mais toi, peut-être.
Sophie, on te retrouve sur Twitter @leplumeux, on te retrouve en stream également sur Twitch, et on te retrouve aussi sur Entracte Science. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot ? Eh bien non, merci à toi et puis merci à tous. Eh bien, merci à tous, merci à toutes d'être de plus en plus nombreuses et nombreux à suivre le courrier de la Sterne. On rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, on rappelle que vous pouvez nous retrouver également sur PodCloud, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer et sur d'autres applications de streaming sonore. En attendant, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la Sterne. Salut à tous, salut à toutes. Salut.